Bonsoir, nous sommes toujours le mardi 9 septembre 2014. J'ai reçu cet après-midi, enfin ce matin, des gens des pages jaunes qui voulaient me proposer des services pour ma télévision. Alors on a eu l'occasion de parler un petit peu de l'image de l'astrologie, de la voyance dans la société et des différents produits qu'on pouvait proposer au public. Et il m'est venu une expression, c'est celle des formes hard et soft de voyance et d'astrologie. Et je leur ai dit que je préférais la forme soft de l'astrologie à la forme hard. Alors, c'est assez paradoxal parce que la forme soft d'astrologie, elle est quantitative plutôt que qualitative. Et la forme hard d'astrologie, elle est plutôt qualitative que quantitative. Je veux dire par là que la forme soft d'astrologie, on veut se couvrir, on veut contacter, on veut concerner un très grand nombre de personnes. Je dirais même la société tout entière. L'astrologue a vocation, à un certain niveau, à proposer un modèle de société qui vaille pour tout le monde. Et ça n'a d'ailleurs pas beaucoup d'intérêt qu'il ne vaille que pour quelques personnes. Mais ça doit être quelque chose d'extrêmement simple. Donc soft. Inversement, le praticien de l'astrologie, qui veut se constituer une clientèle fidèle, là, il va pratiquer une forme hard d'astrologie ou de voyance. Donc il y aura la qualité, le poids, mais il n'y aura pas la quantité. Voilà donc un peu le dilemme dans lequel se trouverait cette discipline, enfin cette nébuleuse de la voyance. Quoique l'astrologie, bon, soit la seule discipline qui puisse être vraiment soft, je dirais. La seule drogue soft, je peux dire. Les autres disciplines sont quand même assez hard, y compris l'astrologie traditionnelle, bien sûr. Mais elle n'est pas condamnée à l'être. Elle l'est malgré tout. Alors, c'est vrai que l'objectif principal de l'astrologie, à mon avis, stratégiquement, ce qui est important, c'est de convaincre les médias de traiter l'astrologie autrement et d'en parler autrement. Mais quand je dis autrement, je m'entends. Parce que quand un astrologue dit autrement, il croit que ça signifie que l'astrologie, elle est ce qu'elle est, mais qu'il faut en parler avec plus de complaisance, plus de sympathie, plus d'empathie. Il ne s'agit pas de ça du tout. C'est ce que Kepler avait parfaitement compris. Et ce que les gens des années 30, 50 avaient parfaitement compris. L'astrologie doit faire sa mue. Elle doit se transformer. Et elle doit, du fait de cette transformation, elle doit effectivement faire reconnaître qu'elle a changé. Alors certains disent que l'astrologie a changé, que quand André Barbeau a apporté à l'astrologie des changements dans son image, dans ce qu'elle était, etc. Peut-être, peut-être. Mais on est encore très loin du véritable changement tel que moi je le conçois pour le XXIe siècle. C'est-à-dire ne pas somnubuler sur la date de naissance déjà. Pour ça, j'ai un rejet de tout ce qui est lié à la date de naissance. Parce que, si vous voulez, ça dépend. Enfin, parce que je pense que, initialement, on ne pouvait pas regarder le ciel à n'importe quel moment de la journée. Si un enfant naissait en plein midi, on ne voyait pas les étoiles ou les planètes à ce moment-là. Donc je ne crois pas qu'on dressait le thème natal. Et je ne crois pas non plus qu'on dressait le thème de la consultation. Parce que la consultation aussi peut avoir lieu en pleine journée. C'est en lisant Flammarion que j'ai eu cette prise de conscience, si on peut dire. Parce qu'il disait très clairement, bah oui, c'est au coucher du soleil qu'on commence à voir les planètes, les étoiles. Et donc c'est ce moment-là privilégié, qui est le coucher du soleil, qui est la tombée de la nuit, qu'il faudrait dresser le thème. Et ce thème, eh ben, il vaudrait pour une journée à l'autre.
d'un coucher de soleil au coucher du soleil suivant. Moi, c'est un peu comme ça que je vois l'avenir d'une astrologie individuelle, et qui n'est pas individuelle en fin de compte. En ce sens-là, je me rapporte à Chedrudia, qui est une astrologie de la journée, le thème de la journée, qui serait d'ailleurs, qui pourrait d'ailleurs correspondre effectivement au thème dans les quotidiens, hein, dans les horoscopes quotidiens. L'horoscope quotidien serait dressé non pas d'après le signe solaire, mais d'après le moment où, quelle était la configuration du ciel au moment où la veille, si on peut dire, encore qu'à mon avis, la journée pourrait commencer, on pourrait calculer comme font les juifs, de la veille, de la tombée de la nuit à la tombée de la nuit suivante. Ça me paraîtrait plus cohérent. Et donc à cela, il n'y aura pas de problème. On publierait, bon, mais comme les gens lisent leurs journaux, enfin, bon, ceux qui lisent le journal le soir éventuellement, enfin bon, on pourrait discuter là-dessus. C'est pas la question, pas le problème. Mais il faudrait faire une ponction, un sondage, une fois par jour, tous les 24 heures, de préférence donc à la tombée de la nuit. Donc ça, c'est déjà plus soft, parce que c'est pas le thème natal, c'est pas l'individu tout seul, c'est même pas son signe natal. Vous savez que dans les années 30, c'est ce que raconte Jacques Sadoul dans l'énigme zodiaque, au début, on faisait un thème pour tout le monde. C'était un discours qui était valable pour tout le monde. On n'était pas en train de le découper en 12 signes. Ça s'est fait dans un deuxième temps, notamment sous l'influence de Marie-Louise Sondaz, paraît-il. Alors, donc, le produit soft, c'est un produit qui est généralisé, qui ne prétend pas parler de tout, qui ne prétend pas une précision extraordinaire, mais qui a sa place. Moi, j'ai l'impression que beaucoup d'astrologues sont des gens qui ne savent pas trouver leur place. Donc, il faut trouver sa place, il faut faire entendre la petite voix de l'astrologie. Et force est de constater, je le disais encore il y a quelques heures par rapport à Barbeau, que c'est un échec total. Aujourd'hui, les astrologues ne sont pas invités à la table de discussion, de table ronde interdisciplinaire. On n'en a rien à faire. Ils vivent en ghetto. C'est un fait. Donc il y a eu un échec. Au niveau de la communication, c'est l'échec total. Chez Barbeau. Ou chez d'autres qui ont, depuis des années, fait des congrès, etc. Quel résultat? Je ne parle pas de la valeur de leurs résultats. Je parle pas de savoir s'ils ont prévu ou pas prévu quelque chose. Parce que pour moi, c'est lié à certains moments. Je parle de leurs résultats au niveau de l'image de l'astrologie. Et cette image ne s'est pas améliorée. Et elle ne s'est pas améliorée parce que justement l'astrologue est toujours un paria, un marginal. Il n'est pas invité dans des réunions, il n'est pas invité à participer. Et je dirais même à la limite, c'est plutôt l'inverse. Quand on est un astrologue un petit peu plus raisonnable, on n'est pas invité dans les congrès d'astrologie. C'est un autre sujet. Alors, donc, réformer l'astrologie avant d'imaginer qu'elle puisse être transmise. C'est aussi l'erreur qu'a fait Elisabeth Tessier. Elle n'a pas compris. Moi, vous savez, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si quelque chose ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et donc, l'histoire de l'astrologie elle-même doit se réformer. Et c'est parce qu'elle ne s'est pas réformée que même l'histoire de l'astrologie n'a pas un statut enviable au niveau universitaire. On n'a pas trouvé le ton qu'il fallait pour parler de l'astrologie, pour en parler de sa genèse, de sa formation, etc. On en est resté à une approche historique structuraliste. Or, le structuralisme ne convient pas à l'astrologie. C'est vraiment la démarche génétique qui convient à l'astrologie. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que l'histoire de l'astrologie est passionnante. Elle est réellement passionnante si on sait la raconter. Si on sait non seulement la raconter, mais si on sait la reconstituer, qui est un autre problème encore. Si on sait lire, décrypter les documents que nous avons, on a une histoire extraordinaire avec des perturbations, des modifications qui sont extrêmement instructives pour tout le monde. Et là aussi,
l'histoire de l'astrologie pourrait avoir une place dans les disciplines historiques bien plus intéressante qu'elle ne l'a actuellement. Elle mériterait d'être considérée avec le même intérêt que la linguistique, que l'histoire des langues, par exemple. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui aient donné cette dimension à l'histoire de l'astrologie, ce qui n'est pas le cas. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, quelle astrologie peut-on proposer au public? C'est ça la question qui se pose. Alors, comme a dit, moi je reste sur l'idée de Denrudiard, lui, Denrudiard, il a rêvé à un moment donné de sa vie, dans les années 1940-50, il a rêvé de changer l'image de l'astrologie, de ne plus être prisonnier des 12 signes, par exemple. Il a proposé d'avoir 8 types de personnes qui étaient liées au fait qu'ils étaient nés à 8 moments différents des rapports Soleil-Lune. Si vous étiez né à la conjonction Soleil-Lune, vous étiez dans tel groupe. Si vous étiez à l'opposition Soleil-Lune, vous étiez dans tel groupe, etc., etc. Et on arrivait à 8 types. Ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas été accepté. Mais c'est pour vous dire qu'il avait cette préoccupation d'une astrologie soft, simple, qui n'était ni l'astrologie solaire du signe natal, ni l'astrologie du thème natal, du signe mensuel. Non, c'était une autre astrologie. Donc moi, je mets dans cette direction une typologie fondée sur des configurations réelles, c'est-à-dire des moments réels où il se passe quelque chose astronomiquement. Parce que on peut toujours jouer sur les mots en disant du moment que je regarde que telle planète est à tel endroit dans tel signe dans le ciel, je fais de l'astronomie. Non. Astronomiquement, ça veut dire qu'il soit vraisemblable sur le plan astronomique, sur le plan historique. Si je dis qu'autrefois les gens regardaient le ciel à la tombée de la nuit, ça c'est un fait historique, socio-historique. Si je dis qu'on faisait le thème des gens en plein midi, c'est une invention, c'est une aberration. Et c'est pourtant ce qu'on fait. Bon, donc il y a quand même une certaine vraisemblance sociologique, anthropologique, qui est à respecter parce que c'est ça qui fera respecter l'astrologie. Cela dit, moi je ne défends pas, c'est pas ma tasse de thé, je ne défends pas la démarche de dresser des thèmes au moment de la naissance ou avant la naissance. Bon, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais il y a des progrès à faire dans ce domaine-là. Ce serait déjà pas mal. Et puis, il y a évidemment la question de la prévision. J'en ai parlé aussi ce matin dans une autre vidéo sur l'astropsychologie. Parce que l'astropsychologie statique, l'astropsychologie où les gens sont enfermés définitivement dans un processus, c'est un petit peu le défaut. Et même chez Rudyard, c'est ce défaut. C'est-à-dire qu'il essaye de trouver une constante comportementale chez la personne. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que je disais ce matin, on ne va pas revenir là-dessus, vous n'avez qu'à le regarder. Mais pour moi, l'astrologie n'est pas là pour établir des constantes. Elle est là pour nous montrer que tout être humain passe par des phases qui modifient son comportement, qui modifient sa mentalité, et ce n'est pas des phases au niveau individuel, c'est des phases collectives. Collectivement, à un certain moment, nous ne fonctionnons pas de la même manière. Nous ne voyons pas de la même manière, nous ne nous comportons pas avec autrui de la même manière, et c'est ça qui m'intéresse. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant d'essayer de trouver des constantes comportementales, mais je crois que l'astrologie a beaucoup plus intérêt à parler des modifications comportementales. Et on ne peut pas être à la fois au four et au moulin, si on peut dire. Bon, donc effectivement, je crois que stratégiquement, prioritairement, c'est quand même ça qui est important. La typologie, parce qu'au niveau des typologies, il n'y a pas que l'astrologie. Hein. Bon. Le masculin et le féminin, ça existe pour moi. La question de l'âge, c'est pas complètement indifférent, etc. En revanche, là où l'astrologie a un créneau où elle a vraiment une sorte de monopole, c'est au niveau cyclique, au niveau de la cyclologie socio-historique, sociale, psychosociologique.
Là, à mon avis, elle a vraiment. Je pense que l'humanité doit se rendre compte qu'elle a vraiment besoin que l'astrologie avance. À tel point que, comme certains l'ont dit, effectivement, il ne suffit pas que les gens critiquent l'astrologie, il faut aussi qu'ils mettent les moyens pour que les recherches avancent dans ce domaine-là. Parce que si on. Bon, en admettant même que les astrologues n'aient pas trouvé les bonnes réponses, il faut quand même chercher les bonnes réponses. Peut-être qu'ils n'ont pas cherché. Moi, c'est ce que je pense d'ailleurs. Donc, il faut qu'il y ait quand même des recherches dans ce domaine-là qui ne soient pas hypothéquées par les travaux des astrologues. Sous prétexte que les astrologues ne travaillent pas correctement, on va dire que c'est pas la peine de faire des travaux dans cette direction. Non, c'est pas incompatible. On voit par exemple le que sais-je sur l'astrologie de Zarka Écoute, là, qui est paru il y a près de 9 ans. Il ne propose pas d'alternative. Ils ne disent pas l'astrologie ne tient pas debout, mais on va essayer de faire quelque chose dans ce domaine-là. Bon. Donc c'est ça le problème. Et le problème des réformateurs d'astrologie, c'est qu'ils ne se contentent pas de critiquer l'astrologie, ils proposent quelque chose. Moi, je propose des choses. Alors on va me dire que vous ne faites pas d'astrologie, je suis désolé. Moi, je fais de l'astrologie, mais je ne le fais pas, je change les données de l'astrologie. Je reviens en fin de compte à l'astrologie des origines. C'est pour ça que je reviens toujours à l'idée que l'astrologie est d'abord une structure, une construction culturelle, comme je le disais en 86 dans mon ouvrage sur la pensée astrologique, paru aux éditions Artefact, qui est une première en annexe de la réédition de l'ouvrage de Serge Hutin sur l'histoire de l'astrologie paru chez Maragon en 68. Bon, voilà, il y a, si on ne s'inscrit pas, si on ne s'ancre pas dans le domaine de l'anthropologie, de l'histoire, de l'humanité, des besoins d'organisation des sociétés, et si on dit oui, il y a les planètes Uranus, Neptune, Pluton qui agissent alors qu'elles étaient inconnues et qu'elles étaient invisibles, bon, là, c'est pas sérieux, il est évident. Mais il y a des astrologues qui sont tellement habitués à cela que on leur. Si je veux, c'est un problème identitaire. J'aime bien la notion de problème identitaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, les astrologues disent nous, si on nous enlève Uranus, Neptune et Pluton, on est perdu. On ne peut plus rien foutre. Bon. Voilà. Non, mais c'est ça le vrai, le non-dit. On ne peut pas travailler sans ces planètes-là. Pourquoi? On a travaillé pendant des millénaires sans ces planètes-là. Oui, mais on ne peut pas. Elles sont là, elles sont apparues. Et là, on tombe dans une véritable mystique. En réalité, je crois que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on est dans une sorte d'obscurantisme, de mystique, à savoir que ces planètes-là, et Dieu sait si l'astrologie n'a pas vocation, depuis quand même pas mal de temps, à part la question des comètes qui a omnibulé un peu les astrologues, les comètes, les éclipses, alors les éclipses, on connaissait leur cycle, mais alors les comètes, la nouvelle étoile, les nouvelles étoiles, comme on disait à la fin du XVe siècle, à la fin du XVIe siècle, Stella Nova, alors c'était des émergences comme ça, quelque chose, un signe du ciel, et voilà. Donc ça nous parlait, Dieu nous parlait, je ne sais pas quoi. Bon, on est dans cette démarche-là aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Uranus, on va nous expliquer que Uranus nous a est apparu parce qu'on en avait ça correspondait à une évolution de la conscience, que Neptune est apparu parce que c'était une nouvelle évolution de la conscience, que Pluton, évidemment, alors maintenant on sait ce qu'il faut en penser, était pas une nouvelle évolution de la conscience. Et on a découvert une nouvelle planète qui pourrait prendre la place de Pluton depuis quelques jours, il paraît. Bon, alors donc c'était une nouvelle étape, c'est-à-dire on peut plus dire n'importe quoi. Donc, c'est une mystique, et c'est cette mystique-là, qui est une mystique qui évidemment fait des astronomes des véritables prophètes, parce que c'est même eux qui donnent le nom aux planètes, Et il y a une espèce de mystique de l'astrologie vers l'astronomie qui est pathétique, hein, parce que les astronomes n'ont rien à faire des astrologues. Et là, il y a une sorte de culte de l'astronomie, des astronomes, des nouvelles planètes, des transsaturniennes, donc, etc. Et tous ces transsaturniennes qui nous apprennent que nous avançons dans je ne sais pas quoi, que l'humanité évolue, etc. Il faut être sérieux. L'astrologie n'a pas à rentrer dans une démarche prophétique, fin du monde, etc. C'est pas sérieux. L'astrologie nous apprend à raison garder, elle nous apprend au contraire à dire que bon, finalement, l'humanité s'est organisée, s'est programmée depuis des millénaires selon une certaine structure qui est le cycle de 7 ans, et que ça continue, et que c'est toujours la même chose,
et que les problèmes qui se posent aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'il y a 50 000 ans, etc. Enfin, je dis ça comme ça, qu'il y a 500 ans, 1000 ans, etc. Ce sont les mêmes. En tout cas, l'astrologue, il est là pour dire cela. Il est là pour nous parler, alors là, de constante, effectivement. De constante, plus ça change, plus c'est la même chose. Voilà.